se réunit ce soir pour faire une table ronde autour d'un livre qui a été publié en 2023 par les éditions Peter Lang autour de surréalisme intemporel, surréalisme international, quelques châteaux étoilés en Espagne, dont nous avons la chance d'accueillir quand même 3 responsables d'édition et participatrices, enfin autrices, et Christine Béchet aussi qui a écrit dans cet ouvrage. Donc nous avons même Patricia Rios, Lourdes Barbosa Terron, Pilar Garcia, Christine. Alors, l'invité surprise, Luna Persman, qui va nous lire des textes de poètes espagnols et canariens traduits pour la première fois en français. Donc, on va ponctuer notre table ronde de ces lectures littéraires. Et Isabelle Dirks, qui, elle, est réalisatrice de films documentaires de création. Pour modérer cette soirée, j'ai la chance d'accueillir Clément Dessy, qui est maître d'enseignement à l'Université libre de Bruxelles, voilà, on s'est connus il y a longtemps avec Clément, c'est toujours chouette de se revoir dans des circonstances comme celle-ci, et qui est donc un spécialiste des liens entre art et littérature, quand même prix du musée d'Orsay pour sa thèse de doctorat. Mais c'était pas sur le surréalisme. Mais c'était pas sur le surréalisme, non, voilà, plutôt sur le symbolisme. Mais par tes charges d'enseignement et tout ça, tu recouvres aussi évidemment le surréalisme. Voilà, donc je vais laisser Clément commencer. Oui, donc bon, je vais rapidement céder la parole à nos hôtes aujourd'hui qui sont venus en nombre et qui ont beaucoup à partager. Alors ce livre que vous avez entreaperçu, surréalisme intemporel, surréalisme international, quelques châteaux étoilés en Europe, s'inscrit aussi dans tout un mouvement de publication et aussi d'expositions qui ont eu lieu ces dernières années, évoquant la façon dont le mouvement surréaliste s'est internationalisé, donc un mouvement dont on sait aussi qu'il a émergé comme un mouvement littéraire à Paris, mais qui a connu des ramifications jusqu'en Amérique du Sud, au Japon, en Égypte. Donc il y a eu différentes publications, une exposition aussi à Londres sur le surréalisme international à la Tate. Et cet ouvrage-ci vient vraiment à nouveau soutenir tout ce mouvement, toutes ces études sur l'internationalisation du mouvement, en abordant bien le surréalisme parisien, en partie. On voit pas mal d'éléments, notamment des chapitres un peu croustillants sur l'orgie surréaliste. On aura l'occasion d'évoquer, mais aussi des aspects liés au surréalisme belge, au surréalisme dans les îles Canaries, et même un petit bout sur la Tchécoslovaquie, ex-Tchécoslovaquie. Donc, je vais céder rapidement la parole donc, à Patricia Paleja Rios, qui est donc l'une des directrices de cet ouvrage. Voilà. Merci. Merci. Alors, je tiens tout d'abord à remercier vivement Christine Béchet et Céline de Potter pour cette invitation d'abord et pour toute l'organisation, qui me semble vraiment fort intéressante, autour du centenaire de la publication du manifeste du surréalisme, c'est-à-dire du premier manifeste. Et je vous remercie donc au nom du surréalisme international, au nom du surréalisme canarien, du surréalisme louviérois, du surréalisme belge, du surréalisme tout court. Merci. Alors, le volume qu'on vous présente aujourd'hui est tissé de 2 congrès internationaux, de rencontres internationales autour du mouvement que j'ai eu l'audace insensée, la témérité d'organiser. Vu que, sauf quelques coups de main jetés par les amis canariens, j'y étais absolument seule. Puisque dans mon département, à l'université, personne d'autre, on a travaillé sur le surréalisme. Et les grands spécialistes tels Nilo Valenzuela Borges, qui travaillent maintenant avec, par exemple, le musée, entre autres, avec le musée del Prado, et surtout José Miguel Pérez Corrales, qui continue toujours de publier, et qu'Annie Lebrun aurait bien aimé connaître, mais avaient déjà tous les 2 pris leur retraite.
Alors vous pourrez vous demander alors à bon escient pourquoi j'avais tenu tellement à ce qu'ils aient lieu, c'est-à-dire ces rencontres à ce qu'elles aient lieu. La réponse est très simple de mon côté, parce que j'aime le surréalisme et son puissant message qui tient à la liberté absolue de l'homme, cette volonté éperdue d'accomplir nos rêves dans une réalité qui se dresse, hélas, toujours contre nous. Transformer le monde au-delà de n'importe quelle philosophie, Marx, et dévoiler les secrets pour changer la vie, Rimbaud, ces mots d'ordre que Breton unifie dans le surréalisme, dans sa position politique du surréalisme en 1935, donc avec aussi toutes nos forces. Je m'étais donc juré qu'avant que je prenne ma retraite, que je vais prendre d'ici quelques mois, j'allais mettre sur pied un événement important qui souligne la portée et la signification du surréalisme. C'est que j'ai essayé de faire avec ces rencontres internationales. Je vous les présente rapidement, ces rencontres internationales qui sont à l'origine du livre. Alors, la première rencontre avait comme titre Surréalisme, vie et œuvre. Elle s'est tenue déjà en 2016, donc vous voyez, avec un cycle de conférences, il y avait même une représentation théâtrale. Vous pouvez donc continuer, merci. C'était, vous voyez, c'était l'une des œuvres de Max Ernst. Et puisque c'était la vie et l'œuvre, non, c'est vraiment qu'est-ce qu'on pense, quelle est notre théorie de la vie, mais comment est-ce qu'on vit réellement. C'est vraiment une question que les surréalistes ont toujours essayé de répondre. Alors voilà, c'est Antonio Dominguez Leiva qui est venu de l'Université de Québec à Montréal. Lui, il est madrilène, mais voilà, il travaille là-bas. Et c'est lui qui avait parlé de l'orgie surréaliste et de cette orgie, selon lui, paradoxale. Il faudrait peut-être aussi, parce que c'est... Bon, voilà, on ne va pas parler de... Ça sera pour les questions. Voilà, les questions c'est après. Puis Antonio de la Rosa, qui était très ami à l'époque de Nivalia Tejera, c'est une poétesse qui avait vécu, donc qui était d'origine cubaine, mais qui a vécu à Paris. Et elle avait déménagé parce qu'elle avait fui le régime de Castro, pour lequel elle avait auparavant travaillé. Et donc qui était très proche des surréalistes, mais aussi d'une autre romancière telle que Nathalie Sarraute. Elle était très amie de Nathalie Sarraute. Et puis voilà, Nilo Palenzuela Borges, dont je viens de parler, qui nous a entretenus à propos de Agustín Espinosa et de López Torres. Et puis Vincenzo Scala, qui est un réalisateur de théâtre, qui a parlé, lui, de la créativité, s'est interrogé de la créativité autour aussi du surréalisme. Voilà, ça c'est pour notre première rencontre. Voilà, c'est le tableau de Max Ernst qui parle un peu de ce tiraillement entre la vie d'une part et l'œuvre d'autre part. C'est notre interprétation, notre interrogation, jusqu'à quel point les surréalistes avaient-ils pu concilier leur vie et leur désir. Et puis voilà, il y avait aussi une représentation théâtrale autour du roman que Luna vient de traduire, c'est Crime d'Agustín Espinosa, et voilà, qui s'intitulait déjà l'insoumission contre l'état des choses, donc qui rejoint le deuxième volet de ces rencontres, et qui a été merveilleusement interprétée par une actrice que j'adore, c'est Nur Jojo. Voilà, alors on continue. C'est juste attirer votre attention sur le fait que c'est un tableau de Dominguez qui appartient à la première édition de Crime en 1934 aux éditions Gaceta de Arte. C'est un dessin de Dominguez, donc voilà, ça venait à propos. Voilà, puis le deuxième volet, c'est tenu en septembre 2018, c'est l'insoumission contre l'état des choses. Et voilà, pour cette interrogation, on a choisi Remedios Varo, que j'adore, c'est une peintre que j'adore. Et donc on avait invité Annie Lebrun, qui est venue nous parler de cette beauté qui n'a pas de prix, dont je vais parler un petit peu. Et voilà, il y avait aussi, bien sûr, Lourdes Terron Barbosa, il y avait aussi Christine Béchet, il y avait aussi
Pilar, j'oublie toujours ton Pilar Garcés, Garcia, et voilà, donc je vais parler un peu de ça maintenant. Je voulais juste annoncer que, voilà, Annie Lebrun donc, nous avait entretenu cette beauté, je vous disais, qui n'a pas de prix, qui était pétrie pour elle, et je pense qu'un peu pour tout le monde, de liberté, de vérité et d'humanité. C'est ça qui est, je pense que c'est le plus important. Ce contre quoi la guerre, et je parle, oui, de guerre, est décidément déclarée, c'est la guerre contre l'homme, et dont la connivence des finances avec l'art en parlerait largement. C'est Annie Lebrun qui le dit, et je suis tout à fait d'accord, pour nous faire oublier finalement qui nous sommes et où l'on vit, avec cette violence qui détruit notre univers en même temps que notre perception de ce qui se passe réellement à nos côtés. Voilà, alors le livre est axé, décliné, disons, en 2 volets. Le surréalisme intemporel général et le surréalisme international autour de quelques groupes internationaux. Alors je vous disais qu'il y avait des chercheurs qui s'étaient rendus tels que, par exemple ici, Soraya Tlatli, qui, je crois qu'elle était psychiatre, mais elle travaille à l'université de Berkeley et elle s'interrogeait sur l'être pluriel hypnotique dans le surréalisme. Je trouve que c'est très intéressant. Lydia Vasquez, de son côté, nous avait parlé sur la révolte de 68 et la part que le surréaliste avait eu aussi dans cette révolte. Eux qui ont toujours aussi mis en avant cette force révolutionnaire de la jeunesse. Puis Antonio Dominguez Leiva, dont on vient de parler, il y avait aussi, pour ce qui est de cette approche plus internationale, j'avais aussi parlé dans un petit article, j'ai comparé Lebrun et Nivalia Tejera, parce qu'il me semble que ce vœu de liberté et ce regard désabusé voilà, avec lequel elle regarde la société et leur appel à une respiration collective était vraiment dans le centre de ce que c'est que le surréalisme, disons, intemporel. Et puis le deuxième volet, c'était le surréalisme spatial, c'est-à-dire international, plus ou moins synchronique, de quelques groupes, parce qu'il y en a beaucoup plus, tel que notre modérateur vient d'annoncer. Et on avait invité Christine Béchet, Lourdes Esteron, pour ce qui est de la Belgique. Alors, Christine Béchet nous avait bien parlé d'Achille Chavez et son christianisme sans Dieu. Voilà, je trouve que c'est vraiment une... voilà, Lourdes Esteron sur le rôle de la femme fée et de l'amour chez Fernand de Moustier. On avait parlé tout à l'heure. Et il y avait aussi Pilar Garcés qui avait parlé de l'apparition et disparition du surréalisme britannique, qu'on avait aussi apprécié. Et puis Marta Gomez sur la Tchécoslovaquie, sur ce mouvement fort et puissant en ex-Tchécoslovaquie. Et puis voilà, ma contribution ici visait à comparer les expositions à la Louvière et à Ténérife. C'était 2 expositions en 1935. Celle de Ténérife avait été organisée par Breton et l'exposition qui s'était tenue ici, c'était un peu, disons, quelques mois, même pas après, avant la séparation des surréalistes parisiens, notamment bretons et lycéens, du communisme officiel, après voir ce qu'ils étaient en train de faire en Russie. Alors voilà, il y avait Vanessa Rosa Serafin qui avait parlé du groupe surréaliste canarien et Isidro Hernandez qui est le conservateur en chef du TEA, du musée Oscar Dominguez à La Laguna, qui avait parlé autour de Oscar Dominguez. Alors, enfin, le livre qu'on vous présente se veut plus qu'une simple compilation des études menées, un témoignage surtout de la lutte surréaliste contre la misère sensible du monde et les possibilités que l'homme se doit d'explorer pour sa libération.
C'est de ça qu'il s'agissait. Et c'est là que tous les groupes du surréalisme international se rencontrent, il me semble. Par exemple, le groupe Louviérois ainsi que le groupe canarien, les deux avaient bien misé, plus le groupe Louviérois que celui de Tenerife, sur la révolution. Mais rappelons aussi que c'était l'époque où déjà des désaccords de fond se posaient entre le surréalisme et le communisme. Il faut aussi le dire, le communisme en tant que réalité, disons. Voilà que c'était en octobre 1935 que Breton publie Du temps que les surréalistes avaient raison, qui signifie la rupture avec le communisme et le Parti communiste français notamment. Et voilà, alors il fallait une révolution au-delà des appartenances politiques. En quête, il me semble, de cette interrogation fondamentale. L'interrogation fondamentale que Breton avait lancée dans Natia déjà en 1928 et qui était simple. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Qui vive? Alors, il leur fallait se mettre en marche et il nous faut aussi continuer de nous mettre en marche. Et je reviens aux surréalistes, les surréalistes le savaient bien, eux qui avaient tout misé sur cette révolte. Voilà, merci beaucoup. Pour finir, j'espère que cette réunion soit le début aussi d'un projet d'étroite collaboration avec la Laguna, avec l'Université de la Laguna, l'Université de Valladolid et d'autres universités pour étudier ce panorama des groupes internationaux. Maintenant, je voudrais bien vous introduire, vous présenter Luna Piersman, qui est d'origine belge. Vous voyez son faciès, elle est belge, mais elle est aussi canarienne, n'est-ce pas? Alors, elle a été notre élève, mais elle était partie faire son master de traduction à Séville. Et c'est de là qu'elle m'a un jour contactée pour me dire: Patricia, est-ce que tu penses qu'il serait possible de traduire en français Crime de Agustín Espinosa? Et moi j'ai dit: mais bien sûr, mais c'est une idée merveilleuse, vas-y. Alors voilà elle l'a fait, et elle vient tout juste, elle est sur le point de finir, ou voilà, c'est les dernières retouches, et voilà, je l'ai invitée voilà, pour présenter un peu quelques extraits qu'elle a bien choisis de Crime d'Agustín Espinosa. Et merci aussi, bien sûr, à vous, j'ai oublié de dire, mais pour moi c'est important, merci d'avoir venu, d'être venu. Merci beaucoup. Merci, Patricia. Oui, qui est Spinoza? Qui est Spinoza? Agustín Espinosa est un écrivain canarien. Et je vais vous lire, Crimen est son œuvre la plus importante. Tout à fait. Elle est parue en 1934. Et lui, il est un des plus grands représentants des avant-gardes, notamment du surréalisme. Tout à fait. Et je vais vous présenter le préambule. C'était très difficile de choisir un extrait, mais je crois que le préambule est vraiment très représentatif. J'espère que ça va vous plaire. Alors moi, j'ai traduit Crimen de l'espagnol au français. Maintenant, je fais les dernières retouches, mais c'était mon travail de fin d'année du master. Et ça s'est très bien déroulé. Alors, je vais vous lire le préambule. Alors. Il était marié à une femme si arbitrairement belle que malgré sa jeunesse insultante, sa beauté était supérieure à sa jeunesse. Elle se masturbait quotidiennement sur lui pendant qu'elle embrassait le portrait d'un jeune homme à moustache douce et foncée. Elle urinait et déféquait sur lui, et elle crachait et vomissait même sur cet homme faible et amoureux, satisfaisant de cette manière une nécessité indomptable et conquérant, du coup, la discipline d'une sexualité dont elle était la seule propriétaire et célébrante. Cet homme n'était autre que moi-même, qui n'avait jamais eu une femme d'une telle beauté et de telle jeunesse. Vous êtes désavoué pour tout jugement heureux d'un cas, ni si insolite, ni si extraordinaire, comme il paraît à première vue. Elle pensait que toute sa vie allait désormais être un crachat ininterrompu, un vomissement intermittent, une masturbation quotidienne, uriner et déféquer sur moi sans fin.
Mais une nuit, je l'ai jeté par le balcon de notre chambre au passage d'un train. Et j'ai pleuré jusqu'à l'aube, entre le cortège élémentaire des voisins, ce suicide inexplicable et inexpliqué. Ce ne fut pas possible que l'autopsie ne dise rien d'utile auprès de cette chair rouge informe. Le suicide paraissait le choix le plus confortable pour tout le monde. Moi, qui étais le seul qui aurait pu dénoncer l'assassin, je ne l'ai pas fait. J'ai eu peur du procès, long, impressionnant. Plusieurs nuits de cauchemars avec des toges, des barreaux et des échafauds m'ont terrorisé plus que je ne le pensais. Aujourd'hui, tout me paraît comme un conte entendu à l'enfance. Et parfois, je doute même que c'était moi-même, qui ai jeté une nuit par le balcon de son alcôve sous les roues d'un express, une jeune fille de 16 ans, fragile et blanche comme une fine feuille de lit. Mais ni mon souvenir, ni le portrait du garçon à moustache douce et foncée ne se sont jamais séparés de moi. Dans mes pires farces, je les fais intervenir tous les deux, en les déguisant à mon goût et en les décevant délibérément avec des finales trop imprévues. Lors d'une heure d'inconscience et d'oubli passager, j'ai fait l'élégie à Maria Anna, que je présente dans ce livre. L'élégie à une Maria Anna qui vivrait maintenant, en 1930, dans mes souvenirs, avant le crime, mais pas avant le crachat, le vomi. Une Maria Anna de mes années bizarres d'étudiant de philosophie et lettres. En fait, la Maria Anna du jeune à moustache douce et foncée. Ou encore mieux, l'élégie qui aurait pu faire à Maria Anna un tel jeune homme détestable et heureux. Pour la sauver de mon crime, de la pression du poids du train sur elle et de la panique de sa chute, j'ai écrit le récit intitulé « Revenant » ou « Le costume de fiancée ». Ici, Maria Anna meurt sur son lit blanc de fiancée en revêtant l'adieu avec un sourire emprunté. Si je l'ai déguisée de Miss X, c'était pour la dénuder d'une certaine façon de son andalusisme bronzé, qui m'aurait obligée à nouveau à l'étendre sous d'autres trains de l'aube. Ensuite, j'ai seulement eu et réalisé l'explicable caprice de réunir chez moi, une nuit, mes bons amis dans l'anonymat, mes camarades inconnus dans le crime impuni. Un câble électrique, un jasmin, une lame gilette, un berceau, un pénis de 63 ans, etc. Face à tous les crimes anonymes de mes criminels hôtes d'une nuit, mon crime est resté à sa place. Un grand assassinat passionnel, sensationnel et unique. Un crime type. Un crime de roman, plutôt qu'un crime vraiment arrivé. Que sur lui et sur mes lecteurs tombent dès aujourd'hui mes futures malédictions et persécutions. La misère actuelle et les pustules passées de mon corps sénile de narrateur excité par son propre assassinat et par les crimes d'autrui. Moi, je ne vis que pour un étui en velours blanc où je garde 2 yeux bleus trouvés par l'aiguilleur entre les derniers débris sanguinolents de la voix à l'aube menstruelle de mon crime. Merci. Et merci pour cette lecture avec des réminiscences un peu sadiennes. Hein. Et lautréamoniennes. On a entendu Lautréamont. Il y a du. C'est pas très évocateur. Merci beaucoup. J'ai l'impression que vous aviez aussi d'autres extraits à partager avec nous, j'ai l'impression. Oui, si vous voulez, je peux les lire déjà. Oui. Oui. C'est des autres auteurs canariens. Je ne sais pas si vous connaissez Pedro García Cabrera, par exemple. Il n'a pas encore été non plus traduit, donc c'est une prémisse. Alors, je vais lire... Une première, comme on dit. Oui. Ah, peut-être en espagnol. Ah, d'accord, les deux. Voilà, oui. Ils sont alors, plus dans la poésie, donc on va passer... Oui, on passe à la poésie. Oui, de Pedro García Cabrera. Et puis, elle parle absolument l'espagnol. Je veux dire, c'est magnifique, vas-y. Alors... Et de ta voix, même de ta voix, qui relie la soie au sarment, ils fabriqueront des canons qui devront être bénis par les évêques pour pouvoir rompre les veines des rêves plus efficacement. On nous accordera une grande raison, que nous sommes les enfants de la patrie, sans savoir que toi, moi et le rêve polaire des hirondelles, on a largement assez de place pour vivre encore dans un bisou de pigeon.
Ça, c'est un extrait de Entre la guerra y tú. C'est écrit avant la guerre civile espagnole par Pedro García Cabrera en 1936. Et finalement, je peux lire l'extrait de Domingo López Torres, extrait de Lo imprevisto. Lorsqu'il était incarcéré. Oui, il a écrit pendant qu'il était incarcéré à la prison de Faife, à Tenerife. Alors, la lame la plus aiguë du désir, de mon amour sanglant, mon ignoble courage, d'arracher la peau entre mes doigts, et les cris, les lamentations et les soupirs ont été perdus sans écho entre mes mains d'assassin inexpert. Non. Dans ce travail de traduction, enfin, voilà, on a déjà beaucoup d'assassinats. Oui. Oui, les Canariens aiment, peut-être, je suppose que c'est à cause de la répression, plus forte qu'ailleurs. Oui. Je suppose, mais c'est prégnant au moment du travail de traduction. Est-ce qu'il y avait des difficultés particulières qui se sont présentées à vous par rapport au caractère surréaliste justement de ces textes et à la traduction même en français? Énormément. Enfin, c'est très difficile de se détacher parce qu'il faut d'abord se détacher, comprendre ce qu'il aimerait bien et essayer de le traduire le plus près possible. Mais en gardant ces traits poétiques, c'était très compliqué, oui. Mais je crois que... Oui. La poésie vous a donné plus de mal que la prose ou... Oui, je crois, oui. Un peu plus, oui. C'est très spécial, c'est délicat. On ne peut pas... Et pour en revenir peut-être à Crime, qu'est-ce qui vous a motivé au départ à traduire ce texte-là? Alors, quand j'étudiais à Séville, je devais choisir quelque chose pour faire le travail de fin de master. Et bon, j'ai étudié la traduction. Alors, je me suis dit, bien sûr, je vais traduire, mais j'aimerais bien faire paraître peut-être un auteur canarien. Ça me paraissait très important de montrer. Et comme j'avais déjà entendu, on avait étudié pendant j'étais à l'université avec Patricia était ma professeure, elle nous avait déjà parlé du surréalisme et je me suis souvenue de ça, je ne sais pas comment. Et j'ai recherché, j'ai choisi Espinosa parce que j'ai trouvé que c'est un des plus grands représentants du surréalisme en Canaries. Et Crimen, sa plus grande œuvre. Un roman que vous avez marqué. Oui, c'est difficile d'expliquer pourquoi, mais c'est juste cette connexion et surtout de montrer les artistes canariens qui sont un peu oubliés. Je trouvais important qu'ils fassent surface et peut-être même de le traduire vers le français parce qu'il y a beaucoup de connexions France, Belgique, Espagne. Je trouve que c'est important de montrer. Avant peut-être de passer à d'autres interventions parce qu'on a beaucoup de... Mais peut-être une dernière petite question puisqu'on est au cœur du texte là. Vous dites qu'il est un peu oublié. Est-ce qu'il est, bon, fatalement, j'imagine, enfin, que comme moi peut-être vous découvrez Spinoza, hein, que vraiment, c'est vraiment une grande nouveauté, je suis vraiment heureux de le découvrir. Et donc je me dis en dehors d'Espagne, mais est-ce qu'en Espagne même c'est un auteur qui est très lu ou... Oui, il est connu, oui. Mais moi je trouve que pas assez. Non. C'est pas un canon, c'est pas quelqu'un qu'on va donner à lire fréquemment, comme on donnerait en France Nadja à lire, de Bretons étudiantes. Non, c'est dommage, mais non. Peut-être parce qu'il est canarien aussi. Enfin, il faut quand même situer les Canaries par rapport à la péninsule ibérique. Oui, en Espagne, il n'y a pas eu vraiment de mouvement surréaliste organisé. Il y a quelques surréalisants, quelques très surréalisants chez Lorca par exemple, etc., Alexandre. Mais aux Canaries, oui. C'est-à-dire, c'était autour de la revue Gaceta de Arte, il y avait vraiment, disons, le groupe qui a vraiment marqué cette époque-là. Parce que... Oui. Merci beaucoup en tout cas pour déjà présentation de projet, entrée directe dans le texte. Alors je vais maintenant donner la parole à, je vois c'est Lourdes non, c'était juste... Isabelle, oui c'est ça. À Isabelle Dirks
qui va nous parler de son travail documentaire. Donc on va rester dans le cadre aussi de la création. Oui. Donc voilà, je vous cède la parole tout de suite. Oui, d'accord, merci. Donc, je n'ai pas parlé directement de mon film. Je vous invite, si vous êtes disponible, à le voir le 16. La couverture du livre, en fait, est extrait du film qui a aussi été présenté lors du colloque de Patricia. Mais je vais vous parler plutôt de quelque chose qui est lié à mon film, mais qui en est un peu le prolongement, parce qu'actuellement, il y a vraiment un mouvement très important d'opposition au tourisme de masse aux Canaries. J'imagine que vous tous, vous connaissez d'abord les Canaries pour le tourisme. Alors, il s'agit vraiment d'un phénomène sans précédent, non seulement de par son ampleur, ce ne sont plus quelques activistes isolés qui se manifestent, mais c'est vraiment des dizaines de milliers de personnes, mais aussi parce qu'il touche en même temps à peu près toutes les îles. Donc moi j'étais à Gran Canaria, je pense, on dit qu'il y a eu, 30 000, 40 000 manifestants à Tenerife. C'était pareil. Patricia était à Tenerife, c'était plus même, je pense. Donc dans ce contexte, il me semblait indispensable de renouer avec la dimension profondément politique et socialement engagée du surréalisme, et donc de développer brièvement pourquoi cela fait sens aujourd'hui d'évoquer le voyage de Breton aux Canaries, dans un lieu qui est aussi stigmatisé aujourd'hui par l'industrie touristique, et de rappeler par la même occasion comment l'industrie touristique détruit l'essence même du voyage. Donc je vais commencer par une brève présentation de l'archipel, parce que je pense que justement c'est ça le paradoxe, bien qu'il soit l'une des destinations de vacances préférées de nos compatriotes, ça reste un archipel extrêmement mal connu. Donc ce sont des îles qui sont européennes d'un point de vue politique, puisqu'elles font toujours partie de l'Espagne, mais elles sont néanmoins africaines par leur situation géographique. On les confond souvent avec les Baléares ou d'autres îles, mais pas du tout, c'est beaucoup, beaucoup plus bas. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas un hasard si on ne le répète pas trop. Et donc elles sont vraiment en dessous du Maroc, bien en Afrique, en face du Sahara. Et en plus, ce sont des îles qui sont sous l'influence des alizés. Donc en fait, elles constituent depuis des siècles l'une des escales principales pour les navires qui partent vers les Amériques. D'ailleurs, Christophe Colomb a fait escale là avant de découvrir l'Amérique. Et donc elles sont aussi étroitement liées à l'Amérique, dont elles sont une porte. Donc c'est vraiment un carrefour, ce sont des îles qui sont liées à l'Europe, à l'Afrique, à l'Amérique, un carrefour entre trois continents. Alors, dans l'Antiquité, on y situait les îles Fortunées et le jardin des Hespérides. Donc, elles ont tout un substrat mythique dans l'inconscient occidental. Elles ont, en plus, c'est très étrange, elles ont été oubliées pendant tout le Moyen-Âge, alors que les Romains y avaient été, les Grecs les connaissaient, on a oublié leur existence, et elles sont redécouvertes au XIIIe siècle et conquises d'abord par les Normands, puis par les Espagnols. Et donc il y avait un peuple, avant qu'elle soit colonisée, il y avait un peuple autochtone qui à Tenerife, ce peuple s'appelle les Guanches, et c'est un peuple qui est encore aujourd'hui entouré d'énigmes. Donc à travers les siècles, les Canaries attirèrent nombre de voyageurs, que ce soit pour leur histoire, notamment leur archéologie, mais aussi pour la richesse de leur patrimoine environnemental qui est dû à leur volcanisme. Vous avez sans doute entendu parler de l'éruption récente sur l'île de La Palma, mais aussi au foisonnement de leur flore endémique. Donc tous ces voyageurs ont laissé, au sujet de l'archipel de multiples récits. Et je pense qu'il est intéressant aussi de considérer le texte de Breton, donc le texte d'André Breton, Le Château étoilé, qui constitue le 5e chapitre de son livre L'amour fou. C'est un texte qu'il a écrit suite à son voyage aux Canaries, quand il a été invité lors de la 2e exposition internationale du surréalisme à Tenerife. Et donc je pense que c'est intéressant de rappeler que ce n'est pas seulement en surréaliste que Breton visite l'île, mais en véritable voyageur. Donc il est vrai que le voyage est par essence, je crois, proche de la poésie et du surréalisme, au sens où c'est aussi une façon de se livrer aux forces du hasard objectif et de l'inconscient,
de laisser surgir au gré d'un cheminement des rencontres improbables, surprenantes, qui au fond ne sont peut-être rien d'autre que le reflet de notre subconscient. Dans les deux cas, je pense qu'il s'agit d'une initiation, que ce soit en poésie ou en voyage, car en partant en quête de l'autre ou de l'ailleurs, en laissant le champ libre aux synchronicités, c'est une nouvelle dimension de soi qu'on découvre. Cependant, je crois qu'au fond, le touriste espère lui aussi vivre quelque chose qui le bouleverse. Qu'en définitive, il a envie d'être émerveillé, surtout s'il choisit comme destination une île. Et je crois que les tours opérateurs en ont conscience et se servent de la mythologie insulaire comme d'une plus-value qui rend la destination du voyage attractive. Mais le désir de commotion du touriste est dévié vers une jouissance sans enjeu, une expérience récréative et dénuée de tout enseignement humain. L'ébranlement du voyage est remplacé par des mises en scène aussi grotesques que hors contexte. Et on assiste à une véritable surenchère de spectacles. Parcs à thème asiatique, tournois médiévaux, exhibitions d'oiseaux exotiques, bien évidemment amazoniens, rien à voir avec les Canaries, faux châteaux forts, Siam Park, Loro Park, Aventure Park. Là où le voyageur, tel Breton, s'émerveille, le touriste se divertit. Si plus aucune place n'est laissée au hasard objectif, s'il faut que le subconscient soit bâillonné, il est important également que rien ne vienne perturber le touriste. Car ce qu'on lui propose, c'est d'être en vacances, c'est-à-dire de se vider, comme on fait la vidange d'un véhicule chaque année pour l'entretenir. Alors que le voyageur part pour être transformé, et peut-être même pour ne jamais revenir, le but du touriste est de pouvoir retourner à sa routine, frais et reposé, plus performant que jamais, mais semblable à lui-même. Là où le voyage génère du récit, le tourisme l'anéantit. En réalité, le tourisme est les récits. Il se veut dénué de temps. C'est pourquoi l'image de l'archipel, qui circule dans les pays où il est mis en vente, comme le nôtre, est souvent réduite à un espace de loisirs dont l'histoire et la culture sont gommées ou circonscrites à un folklore de pacotille. En outre, cette entreprise ne se contente pas de colporter une image des Canaries amputée de sa profondeur culturelle, qu'on a vue, sociale et imaginaire, elle transforme véritablement l'espace. Certaines plages noires sont traversées en clichés des Caraïbes, au sable blond, qui est importé du Sahara voisin. Et le territoire est envahi par des complexes à l'architecture froide et futile, anguleuse, qui menacent et grignotent même les espaces naturels protégés. En conclusion, on peut dire que le tourisme, à travers ses diverses manifestations, essaye de nous faire oublier ce qu'est véritablement le voyage. Il le singe. Il en est le double inversé au service de la société marchande. En fait, il participe d'un véritable surréalisme, malheureusement dominant aujourd'hui. Alors que le surréalisme cherche par l'émerveillement à nous montrer que la réalité est bien plus que ce que l'on considère comme tel, le surréalisme, par le spectacle, nous conduit vers un monde vidé, appauvri et enlaidi. Donc Patricia parlait d'Annie Lebrun, donc je me permettrai, quand elle parlait de la beauté, donc son autre pôle c'est l'enlaidissement du monde, je me permettrai maintenant de citer Annie Lebrun, qui dans Ce qui n'a pas de prix cite elle-même William Morris. La laideur n'est pas neutre, elle agit sur l'homme et détériore sa sensibilité, au point qu'il ne ressent même pas sa dégradation, ce qui le prépare à descendre encore d'un cran. Pour William Morris, il ne fait aucun doute que c'est par choix éthique et politique que l'ordre régnant nous contraint ainsi à vivre dans un monde qui heurte en permanence nos sens et nous force à émousser inconsciemment leur acuité. Fin de la citation. Donc, évoquer le voyage surréaliste dans un lieu aussi stigmatisé par le tourisme de masse, je pense que c'est prendre position face à l'enlaidissement du monde
et à son désenchantement. C'est passer outre les clichés de papier glacé qui galvaudent son image, mais aussi notre vie. C'est enfin se positionner pour la rencontre avec un lieu plutôt que sa consommation et pour des retrouvailles avec la dimension initiatique du voyage. Rendre hommage au surréalisme de l'archipel, c'est aussi affirmer certaines valeurs aujourd'hui mises à mal, comme la liberté et la poésie, et rappeler par la même occasion que parmi les surréalistes canariens, certains perdirent la vie pour les avoir défendus, comme le poète dont Luna nous a lu un extrait tout à l'heure, Domingo López Torres, qui en février 1937, dans la baie de Santa Cruz, fut jeté à la mer, enfermé dans un sac lesté d'une pierre. C'est comme ça. Merci. C'est évidemment un texte très fort qui nous rappelle aussi qu'il y a deux définitions du surréalisme. Il y a cette définition qui vise aussi à remettre en question et qui est la plus authentique, nos sensations, notre rapport au monde. Et puis il y a la définition publicitaire qu'on utilise souvent pour parler de notre pays aussi malheureusement, en disant que c'est absurde parce qu'effectivement, aux Canaries, à Gran Canaria en particulier, on peut retrouver, comme on dit, j'ajouterai au chapelet de vos exemples, les mises en scène folkloriques norvégiennes, mises en scène au milieu des Canaries pour attirer des touristes, ou encore, c'est le seul endroit où je connaisse qu'il y ait des avenues qui s'appellent Avenue Thomas Cook, Avenue Cuny, pour vous dire la prégnance des industries du tourisme dans les Grandes Canaries et leur faculté destructrice, effectivement, de faculté d'étrangement, de rencontre avec l'autre que nous pourrions être. On me fera des questions évidemment pour la suite, donc j'inviterai par la suite garder en tête toutes vos réactions. Peut-être si Isabelle, vous avez peut-être quelques éléments à ajouter par rapport à votre intervention avant quoi. Non, on discutera après. On discutera après. D'accord. Donc là, si je ne me trompe pas, si on est toujours on va passer donc à l'intervention de Pilar Gafes. Tout d'abord elle, c'est mieux, oui. D'accord. Je continue, parce que c'est trop surréaliste si je vais avant que toi. Bon, alors, oui. D'accord, très bien. Je vous Bon, donc la parole. Merci. Merci, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur d'être ici avec vous ce soir et de vous présenter une œuvre qui transcende le temps et l'espace, nous emportant dans un voyage à travers les coins les plus étoilés de l'imagination et de la pensée. Surréalisme intemporel, surréalisme international, quelques châteaux étoilés en Europe. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes et institutions qui ont contribué à la présentation de ces livres. Et votre soutien et votre engagement ont été essentiels à la réussite de cet événement. Et c'est pour cela que je me joins au remerciement de Patricia Pareja et un grand merci à tous et à toutes. Bon, ce livre constitue une exploration profonde du mouvement surréaliste en Europe et de son évolution dans la littérature d'avant-garde du XXe et XXIe siècle. Avec des textes en français et en espagnol, le livre devient un pont culturel qui relie deux mondes linguistiques dans l'appréciation de l'art surréaliste. L'œuvre nous invite à contempler quelques châteaux étoilés en Europe, citation d'André Breton et métaphores intemporelles des bastions de créativité, de liberté et de pensée qui ont hébergé et nourri le surréalisme au fil des ans. À travers ces 306 pages,
le livre nous offre une vision bilingue et détaillée de la manière dont ce mouvement artistique a continué à influencer et à défier notre perception de la réalité. Surréalisme intemporel, surréalisme international, quelques châteaux étoilés en Europe n'est pas seulement un titre, c'est un compromis d'immersion dans un surréalisme à la fois intangible et éternel. Un surréalisme qui vit et respire dans les œuvres qui continuent de nous inspirer aujourd'hui. Nous invitons tous les présents à plonger dans cette expérience littéraire et artistique, à découvrir les secrets cachés derrière chaque page et à se laisser emporter par les courants de pensée qui a défini et redéfini l'art moderne. Le surréalisme louviérois occupe une place singulière dans la géocritique et les paysages internationaux du surréalisme. Bien que moins connu que les centres parisiens, bruxellois ou new-yorkais, le surréalisme à la Louvière a contribué de manière significative à l'expansion et à la diversité du mouvement. La Louvière, ville industrielle de Belgique, est devenue un foyer important pour le surréalisme grâce à des figures comme Achille Chavée, Marcel Parfondry, André Laurent et Albert Ludet, qui ont formé les groupes surréalistes Rupture dans les années 1934, concrètement le 29 mars 1934 à Saint-Paul chez Albert Ludet. Ce groupe a non seulement produit des œuvres surréalistes, mais a également établi des liens avec d'autres artistes et intellectuels européens, favorisant ainsi un dialogue culturel transnational. Les objectifs du groupe, forger des consciences révolutionnaires et contribuer à l'élaboration d'une morale prolétarienne, toujours en complicité avec la politique, la littérature et la science. Fernand Dumont vient s'intégrer au groupe presque au moment de la disparition du même. L'influence du surréalisme louviérois s'étend au-delà des frontières belges, se manifestant dans des expositions internationales et des collaborations avec d'autres surréalistes. Par exemple, lors de l'exposition internationale du surréalisme de 1935 à la Louvière, qui a marqué un moment clé dans l'histoire du mouvement, des artistes de la Louvière ont participé et ont été reconnus pour leurs contributions uniques à Paris, en Espagne et dans toute l'Europe. La revue inédite de cette activité, Mauvais temps 1936, n'a jamais vu la lumière. En somme, le surréalisme louviérois, tout en restant ancré dans son contexte local et ses spécificités, a joué un rôle très important dans la représentation internationale du surréalisme, enrichissant les mouvements par sa perspective unique et son engagement envers les idéaux surréalistes. Il continue d'inspirer et d'influencer les artistes, les penseurs à travers les mondes, témoignant de la portée universelle et intemporelle du surréalisme. Je voudrais utiliser mon temps de parole pour répondre aussi à deux questions importantes que vous avez soulevées. Point 1, l'ésotérisme dans le surréalisme et en particulier dans l'œuvre d'Achille Chavée se manifeste dans la quête d'une connaissance plus profonde cachée derrière la réalité visible. Les surréalistes, y compris Chavée, voyaient l'artiste comme un magicien capable de révéler des vérités cachées et d'explorer les limites de la réalité. Cette vision se reflète dans la symbolique et les thèmes récurrents de leurs œuvres.
où les magiques et l'occulte s'entremêlent avec l'expression artistique. C'est justement l'essence de l'amitié, de l'authenticité, la recherche de la liberté et de la perfection éthique et esthétique de l'être humain, présent comme une liturgie dans la poésie d'Achille Chavée, les sentiments qui ont complètement séduit ma sensibilité critique et qui ont inspiré ma thèse de doctorat. Achille Chavée était un poète qui a su combiner de manière unique le surréalisme avec l'alchimie, laissant un héritage qui invite à la réflexion sur les limites de notre perception et la compréhension du monde qui nous entoure. Son œuvre reste un témoignage de la capacité de l'art à explorer et à communiquer des dimensions de l'existence qui vont au-delà du tangible. 2. L'œuvre de Fernand de Moustier, que j'ai analysée dans les chapitres de notre livre, intitulé « Les pouvoirs tenus en suspicion, Fernand de Moustier », a été imaginé comme entrelaçant les mystérieux fondements celtes avec les contenus hermétiques et ésotériques de l'écriture surréaliste de Fernand de Moustier. Les Celtes, connus pour les riches traditions mythologiques et spirituelles, offrent un terrain fertile pour l'exploration surréaliste de l'inconscient et de l'irrationnel. Dans ces contextes, nous pourrions considérer des éléments tels que la nature sacrée, la divination et la philosophie druidique comme une influence du monde celte dans l'œuvre de Fernand de Moustier. Ces aspects se manifestent dans ses récits et dans sa poésie dans des symboles récurrents tels que les chaudrons de la réincarnation, les spirales représentant les voyages de la vie vers l'infini et les trisquelles symbolisant la trinité de l'esprit, du corps et de l'âme, pour mettre un petit exemple. D'autre part, le mouvement surréaliste se caractérise par sa quête d'une réalité au-delà du visible, recourant souvent à des thèmes ésotériques et hermétiques pour explorer le subconscient. Des écrivains et des artistes comme Fernand Dumont, André Breton, Achille Chavée, René Magritte, Salvador Dalí ou Victor Brauner ont incorporé des éléments de l'occultisme du tarot dans leurs œuvres, reflétant une fascination pour les mystiques et les spirituels. Ainsi, l'œuvre de Fernand de Moustier, inspirée par ces principes, présente une fusion des symbolismes celtes et surréalistes où les anciens mythes s'entrelacent avec des visions oniriques et des archétypes de l'inconscient. C'est pour cela que nous nous situons face à l'interprétation des métaphores qui nous font voyager à des forêts enchantées avec des druides en méditation, où nous nous plaçons devant l'interprétation des différents animaux mythiques comme les cerfs-blancs et des figures humaines au visage transformé par des éléments naturels et aussi le fait et le tout dans une atmosphère de mystère et de révélations spirituelles. Le surréalisme n'est pas seulement une forme d'art, mais une invitation à explorer les endroits les plus profonds de notre esprit et de nos émotions. Chaque œuvre est un portail vers un monde où l'impossible devient possible et le quotidien devient extraordinaire. Profitez de cette aventure dans les labyrinthes du subconscient où chaque découverte est le reflet de notre propre essence. Nous invitons toutes les personnes présentes à s'immerger dans cette expérience littéraire et artistique, à découvrir les secrets cachés derrière chaque page et à se laisser emporter par les courants de pensée qui a défini et redéfini l'art moderne
et la pensée surréaliste. Nous vous remercions de vous être joints à nous pour cette présentation et nous espérons que vous aurez autant de plaisir à lire notre livre que nous en avons eu à vous présenter ces trésors de la pensée et de l'expression surréaliste. Nous vous souhaitons une expérience inoubliable. Merci beaucoup. Alors merci Lourdes pour, oui, comme je fais les choses à l'envers et qu'en plus je me trompe quand je commence, comme je suis impréparé, c'était donc une intervention de Lourdes de Los Angeles Terón Barbosa et qui est professeur à l'université d'Estrémadure. De Valladolid. De Valladolid? Oui. Ah oui. Les professeurs des universités. Ah oui, c'est ça, qui est à l'université de Valladolid, d'accord, désolé. Et donc, merci pour ce rappel aussi de l'importance du surréalisme louviérois et aussi cette exploration de cet autre monde que nous laisse entrevoir Fernand de Moustier, autrement dit aussi Fernand Dumont, sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Oui. Avec plaisir en plus. Donc, je ne sais pas si c'est travail, plaisir ou quoi, mais en tout cas, ça m'a emporté. D'accord. Oui. Merci encore. Donc maintenant, je vais vraiment vous céder la parole à Pilar. Non, on va terminer par les locaux. On commence d'abord les autres. L'exotisme. Grand plaisir donc de donner la parole à Pilar Garcés García, qui est aussi à l'université de Valladolid. De Valladolid, voilà. Plutôt en études anglaises et qui a contribué donc à ce volume aussi avec un chapitre autour d'Édouard Mezens. Édouard Mezens donc qui était, comme vous le savez sans doute, un surréaliste belge, mais qui a beaucoup œuvré dans un rôle triangulaire entre Paris, Bruxelles et Londres, se mettant donc en tant que Belge au service du surréalisme international. Et je vous souhaite donc... Merci. Merci beaucoup. Je vais... avant tout, je vais vous dire merci pour être ici avec nous et pour nous entendre. C'est une table ronde et pour moi, c'est mieux d'avoir un débat qu'avoir des différents monologues. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je m'excuse parce que mon français, c'est pas trop bien. J'ai des vagues et mes mots sont vagues. Je m'excuse, mais je suis un angliciste. Je voudrais essayer de parler le français le mieux que je peux, mais je m'excuse parce que je sais que je ne sais comme les autres qui sont experts en français. Comme on dit en louviérois. Pour moi, je veux dire que pour moi, le surréalisme, la première fois que j'ai entendu le surréalisme, pour moi, c'était le mot surréalisme. Pourquoi? Parce que nous utilisons le mot surréalisme presque par toutes les choses qui sont bizarres. Et pour moi, je trouvais une définition qui m'a beaucoup plu, qui c'était que le surréalisme, nous utilisons surréaliste quand il y a le décalage entre ce que l'on attend et ce que l'on observe réellement. Et c'est être surréaliste. C'est vrai que le surréalisme, c'est un mot français, hein, parce que c'est Apollinaire qui l'a inventé, et après, tous les autres langues, on utilise le mot surréalisme pour dire quelque chose, c'est le décalage entre ce que l'on entend et ce qu'on dit réellement. Par exemple, je trouvais, je ne sais pas comment dire, très drôle, l'expression en français « être bleu de quelqu'un ». Pourquoi est-ce qu'on dit être bleu de quelqu'un quand on tombe amoureux? Parce que normalement, le choix de la couleur bleue pour exprimer des sentiments amoureux n'est pas immédiatement évident. Parce que le bleu est souvent associé à la tristesse, à la mélancolie,
Et peut-être parce qu'il y a l'influence de l'anglais à voir le blues. C'est un peu comme ça. Mais pourquoi est-ce que, je ne sais pas, tu dis bleu, de manière impromptue, pour moi, c'était quelque chose de très intéressant de voir pourquoi est-ce que nous utilisons le mot surréaliste, pas seulement en français, mais en espagnol, en anglais, en japonais, partout. Après, je voudrais exprimer quelque chose, je voudrais dire quelque chose sur le mot international. Parce que le surréalisme est à la même fois local, très local, parce qu'il y a un engagement politique, un engagement social, et en même temps est international. Parce que le surréalisme a traversé toutes les frontières. Il y a le surréalisme français, mais aussi il y a le surréalisme belge, le surréalisme anglais, le surréalisme anglais, c'est comme le Brexit. C'est un peu ici, un peu là. Mais c'est vrai qu'il y avait le surréalisme international. Et comme ça, excusez-moi, mais je pensais aussi à les mots, nous avons dit dans le livre les châteaux étoilés. Les châteaux étoilés, c'est une métaphore, mais aussi c'est quelque chose, hein? C'est les volcans de Tenerife. Oui, et c'est le château étoilé de Tchécoslovaquie. J'ai fait un jeu de mots. C'est le château, faire des châteaux en Espagne, vous savez ce que c'est, et donc faire des châteaux étoilés. Donc j'ai joué avec ça. J'avais rêvé même de ça, le titre vient d'un rêve, donc c'est tout à fait surréaliste. C'est surréaliste, hein? Oui, tout à fait. Comme ça. Mais je l'aimais beaucoup. Je dois le dire, hein, parce que j'ai écrit dans les livres, mais les titres, c'était pas moi, hein. C'était particulier. Après, l'internationalisation. Ok. C'est le rôle de Messens, comme dans l'introduction du surréalisme en Angleterre, c'était essentiel. Et c'est un peu surréaliste parce qu'il ne parlait pas un mot anglais. Et il est allé à Londres, il a ouvert une galerie à Burlington Gallery, qui est au centre de Londres. Si vous connaissez Londres, et vous connaissez Piccadilly, c'est très très près de Piccadilly, il y avait les galeries, c'était au centre de Londres, et il a ouvert la galerie en 1936. Il est allé là, et avec une artiste anglais qui s'appelait Roland Penrose. Je ne sais pas si vous savez Roland Penrose. Mais les photographes, par exemple, vous devez les connaître parce que la femme je ne sais pas si c'était la femme ou la personne qui habitait avec lui, c'était Lee Miller, qui est la photographie. Et Herbert Penrose, il a écrit avec Lee Miller, avec les photographes, un bouquin de poésie très intéressant qui n'était pas traduit en français, c'est seulement en anglais, et qui s'appelle The Road is Wider Than Long. Vous pouvez m'aider pour le traduire. Tu répètes The Road is wider. Es más ancha que larga. Oh, pardon. C'est plus large que longue. Voilà. Large que longue. En 1938, et c'était un voyage au Balkan qu'il avait fait là, et c'est très très intéressant parce qu'il y a des poésies dans la photographie et il y a des photographies dans la poésie. C'est quelque chose de très important. Je vais essayer de le traduire, pas en français, parce que le français c'est pas très bien, mais en espagnol, peut-être je peux trouver quelqu'un de mes copains, de mes collègues qui peut traduire en espagnol. Et l'origine et l'introduction de surréalisme en Angleterre en 1936, New Burlington Galleries, a provoqué quelque chose. Salvador Dali était là. Et Salvador Dali s'est présenté tout en vert, toutes les couleurs c'était vert, avec deux chiens, des lèvres, trop beaux, et après avec un scaphandre. Et presque à la fin de l'exposition,
et elle a suffoqué et je crois que l'ambulance est venue aux galeries pour prendre Salvador Dali parce qu'il était en train de mourir, parce qu'il avait avec le scaphandre, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas rien faire là. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la première fois que les galeries sont ouvertes aux portes? La première fois pour les personnes qui ont visité l'exposition, c'était un peu curiosité et étonnement. Un peu Après, sarcasme et incompréhension. Ils ne comprenaient rien du surréalisme. Et pour les Anglais, c'était quelque chose un peu commun, parce qu'ils avaient des écrivains qui avaient une humeur un peu sarcastique, comme Shakespeare, comme Lewis Carroll, Alice in Wonderland. C'était un peu surréaliste, on peut le dire, mais à la fin, le public n'a pas entendu, n'a pas compris l'exposition. Et après, il y avait une expansion et développement pendant la guerre civile en Espagne, 1936-1939, parce qu'avec les guerres, le surréalisme a été quelque chose de très important, l'engagement politique, social, mais aussi, je crois, comme Lourdes et Patricia, Luna et Isabelle Vitondi, parce qu'ils devaient s'évadir de la réalité. C'était aussi pour trouver la liberté intérieure parce qu'il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de choses chaotiques. Je crois que le surréalisme c'était quelque chose de très important pendant des années. Après, on va dire que pendant la guerre, il y avait une période d'adaptation un peu avec les surréalistes anglais, mais il n'y avait pas un mouvement. Il y avait des individus qui faisaient quelque chose, mais il n'y avait pas un mouvement réel. Après la guerre, c'était le déclin, la transition, et après 1950, il n'y avait pas de mouvement. Et il a essayé d'ouvrir les galeries, elle parlait un peu mieux l'anglais, mais le surréalisme comme mouvement n'était pas là et la London Galerie est fermée, malheureusement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Angleterre, il ne voulait pas s'engager politiquement. Nous l'avons vu avec le Brexit aussi. Et il y avait un surréaliste anglais qui était un peu engagé avec la politique, qui s'appelait David Gascoigne. Et il a écrit en anglais un manifeste surréaliste. Et presque il a copié le manifeste surréaliste d'André Breton, mais il l'a écrit en anglais. Et il a dit que l'engagement politique c'était très fort parce qu'il disait que le surréalisme transcende tous les nationalismes et prend naissance sur un plan où tous les hommes sont égaux. C'est quelque chose de très important, c'est ce que David Gascoigne a dit. Mais le groupe surréaliste existait brièvement en Angleterre, et notamment dans sa capacité de gestion et tant qu'organisateur extraordinaire d'événements et des expositions. Organisateur d'expositions, c'était le point fort des artistes anglais. Cependant, il ne faut pas laisser d'un côté sa propre idiosyncrasie qui les différencie du surréalisme français et en même temps les rend international et surtout intemporel. Parce que le groupe anglais ne s'est pas associé au mouvement politique communiste de l'époque. Il ne voulait pas confier son art à un mouvement social et pour cette raison, il représentait un modèle alternatif d'avant-garde qui évite de reproduire les structures de pouvoir que le groupe dirigé par Breton avait acceptées. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas s'engager politiquement. Ça, c'est tout ce que j'ai dit dans le livre. Si vous voulez le lire, sinon je vais vous la rencontrer. Mais c'est toutes les choses. Je m'excuse une fois parce que mon français, c'est pas très bien. Et les aussi, ça me rend un peu. Votre français était parfait et tout à fait compréhensible, donc ne vous inquiétez pas. Merci
cette présentation. On rappelle du rôle de Mézens en Angleterre, si important. On n'a pas évoqué aussi, à mon avis, ça joue un peu un rôle, c'est ce rapport avec la musique aussi. Hein. Il y avait là-bas tout un réseau de connaissances. Il avait beaucoup avec la musique. Il a fait beaucoup de choses aussi à la galerie avec la musique, les musiciens aussi en Angleterre. Oui. Il y avait, je crois qu'il y a un chanteur qui s'appelle Nelly. George Nelly. Il a écrit d'ailleurs le Tom Ted Sigil, qui n'est pas traduit en français, donc je l'ai à la maison en lisant un jour peut-être. Un livre sur Mézens, écrit par George Nelly. Donc nous allons terminer notre tour de parole avec Christine Béchet, qui n'est pas à l'université d'Extrémadure, qui n'est pas à l'université de Valladolid, qui est donc louviéroise et qui est connue pour ses travaux sur les surréalistes wallons. Et donc je lui cède la parole, puisqu'elle a contribué à cet ouvrage avec un chapitre, si je me souviens bien, sur Achille Chavez. Merci. Merci, je ne vais pas vous représenter une fois encore Chavez, mais je voudrais rebondir un peu sur l'activité surréaliste à la Louvière et notamment sur l'importance que Mézens a eue, puisque l'année prochaine nous fêterons les 90 ans de l'exposition internationale de 1935, l'exposition surréaliste, qui a lieu donc presque en même temps celle de Tenerife, et qui est organisée par Mézens. C'est Mézens qui, à l'époque, a sa galerie, simplement pour rebondir sur ce que tu as dit. Il est donc, et il part en Angleterre juste après. Donc, enfin voilà, c'était une petite précision que je voulais ajouter. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est quand tu dis que les Anglais ne comprennent rien au surréalisme, mais les Louviérois non plus. Et les Canariens non plus, bien sûr. Je crois qu'il faut quand même, je crois qu'encore maintenant, les gens ne comprennent rien au surréalisme. C'est devenu quelque chose de, comme on disait tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Quand c'est n'importe quoi, il y avait un match de foot il n'y a pas longtemps où les joueurs avaient à un moment donné refusé de jouer, c'était devenu surréaliste. Tout est surréaliste, enfin tout ce qui est absurde, tout ce qui est con, tout ce qui est désorganisé, c'est surréaliste. C'est un mot qui est gai, hein, c'est un mot qui est agréable, pourquoi pas. Je crois que c'est... Enfin voilà, je voulais rebondir sur ça. Alors, j'ai parlé effectivement de Chavez dans le bouquin, j'ai parlé de Chavez parce qu'il y a un projet qui me titille depuis longtemps, mais je n'arrive pas à aboutir parce que je ne trouve pas les informations qui me manquent. C'est celle de savoir si Chavez a vraiment été une crapule à la guerre pendant la guerre d'Espagne. Puisque la presse, quand Chavez est avocat, Chavez part faire la guerre d'Espagne en 1936, et quand il revient, donc il part trotskiste, il part pour rejoindre le POUM, et le POUM vient d'être décimé par Staline, donc il ne peut pas aller au POUM. Donc il rejoint les troupes commanditées par Staline, les brigades internationales, et il se bat à un moment donné, donc il est à un moment donné dans une antenne de la Croix-Rouge, où il rencontre, il est là comme avocat plus ou moins, où il attaque, défend, on ne sait pas très bien, apparemment, d'après lui en tout cas, des condamnés pour de droit commun. Et après ça, il est malade, et puis après ça, il part sur le front d'Albacete. Sur le front d'Albacete, dans la brigade Dombrowski.
J'ai essayé de savoir, j'ai essayé d'aller aux archives du Parti communiste, j'ai essayé de voir un petit peu quoi. J'arrive pas, absolument pas, à avoir des archives sur ce qui s'est passé dans cette brigade Dombrowski. J'ai un jour entendu quelqu'un dire qu'il avait raconté des choses qui s'étaient passées, que c'était pas très joli. Comme dit Malva dans une lettre que m'a fait lire Willy, qui a chez lui, je vous présente donc le fils de Marcel Parfondry, qui a chez lui des trésors absolument extraordinaires dans ses archives. Il m'a fait lire une lettre, puisque son papa était resté très ami avec Constant Malva, et Malva et Chavez discutaient tout le temps. Malva avait un sentiment un peu d'infériorité par rapport à Chavez, et Chavez le méprisait, était assez méprisant. En tout cas, c'est ce qui ressort des lettres qu'on a pu lire. Et Chavez lui dit, Chavez était très pompeux, très avocat, très emphatique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et Chavez dit que lui, il a fait la guerre proprement. Et Malva lui écrit au papa de Willy, Malva écrit comme si une guerre pouvait être propre. Je trouve, moi, c'est vraiment une phrase, moi, que j'ai toujours gardée, parce que il n'y a pas de guerre propre, bien sûr. Alors, Chavez resté très discret sur le sujet. Mais il a fait toute une étude lui-même assez intéressante sur l'apparition du mot sang dans sa poésie avant et après la guerre d'Espagne, etc. Mais tout ça reste pour le moment dans le domaine des présomptions. Voilà. Alors, il a déchaîné. Comment ? Il a toujours lié avoir eu une attitude. Oui, tout à fait. Il a toujours nié avoir été crapuleux, il a fait la guerre. C'est tout. Comment ? Donc il ne faut pas dire. Il dit, je n'ai pas pu, je n'ai jamais tué quelqu'un devant moi, quoi. Il a probablement tiré, etc. Bon, voilà, c'est tout. Tout. Voilà, enfin, je voulais rappeler ça à son sujet parce que le gros débat, c'est que, de toute façon, le gros débat à son sujet dans la région, et avec les surréalistes bruxellois, c'est surtout pour ça que je le dis, et au sein de Rupture, c'est donc qu'à la guerre d'Espagne, il s'engage comme stalinien, il s'engage au Parti communiste de Staline, il revient et il sera stalinien jusqu'au bout de sa vie, mais un stalinien qui est constamment déchiré, mais il aime bien ça aussi, mais il est tout le temps déchiré entre son attachement, sa fidélité au communisme et son dégoût de ce qui se passe, c'est ce que Staline fait. Il est déjà, en 1935, déjà, il n'est pas encore communiste à l'époque, il est toujours au POB, donc au Parti socialiste. En 1936, donc, il revient. Alors là, c'est encore un truc compliqué parce qu'il écrit à Noël Arnaud qu'il est revenu, qu'il adhère au Parti communiste en Espagne, alors que quand il revient, il est toujours échevin socialiste, il est toujours échevin pour le POB. Donc il y a quelque chose de pas très clair. Au Parti communiste, ils ont perdu toutes les archives, donc au parti, moi, je suis jamais parvenu à trouver quoi que ce soit. Voilà. Mais on l'a accusé d'avoir été un agent de Marty qui était appelé le boucher d'Albacete, mais apparemment il n'aurait jamais rencontré Marty. Mais voilà, il faudrait un travail historien plus pointu que le mien pour mettre les choses en ordre sur le sujet. Alors, le surréalisme né à la Louvière, c'est, comme l'a dit Lourdes, c'est évidemment un phénomène assez surprenant, encore que la région ait quand même une tradition
vraiment révolutionnaire, très important. Un phénomène, ceux d'entre vous qui n'êtes pas de la région, déjà au XIXe siècle, il y a un mouvement républicain qui est très important dans la région de Mons et qui vient jusqu'à la Louvière, qui est le Fuisseau, le mouvement de Fuisseau. Il y a ce qu'on appelle le grand et le petit complot à l'époque. Et dans la région, on a vraiment une quantité impressionnante de gens qui défendent le Fuisseau. C'est notamment pour ça, prétend-on, que la Louvière avait été une ville avant très peu de temps d'ici, parce que lors d'une visite Léopold II pour l'inauguration de l'ascenseur numéro 1 de la Louvière, l'agent le plus proche de Fuisseau était crié « Vive la République » devant notre roi. Donc, on a vraiment cette tradition de Fuisseau qui avait écrit le petit catéchisme du peuple en 1880, à peu près autour de 80, qui a été vendu à 100 000 exemplaires en une semaine. Il faut le faire, épuiser, vous vous rendez compte à une période où l'école n'est pas obligatoire, donc c'est quand même assez incroyable. De Fuisseau, bien sûr, mais je prends 2 ou 3 étapes importantes. Une autre étape qui a une grande importance par rapport au surréalisme, c'est le fusil brisé, puisque après la guerre, on a à la Louvière des manifestations pacifistes où une section du Parti socialiste défile devant le ministre Ansel avec un drapeau qui figure un fusil brisé, ce qui est très mal vu. Alors, c'est un contexte évidemment tout à fait favorable. On est en 2021 plutôt. Et donc, quelques années après, le surréalisme se développe comme par hasard. Ici, on est effectivement dans un mouvement qui est extrêmement qui est égalitaire, qui est dans la lutte pour l'égalité, qui est pacifiste. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une part quand même importante des manifestations surréalistes qui sont pacifistes, qui s'inscrivent vraiment bien dans notre région. Et un troisième élément que je crois essentiel dans l'émergence du surréalisme à la Louvière, c'est l'importance de tout ce qui est anticléricalisme et libéralisme et lutte pour la laïcité. La région du centre, du Hainaut et du centre est une région qui connaît une bourgeoisie libérale, laïque, militante laïque et même franc-maçonne. La franc-maçonnerie est très développée dans la région et au point que Warroquet, qui est un maître charbonnier de Morlanway, qui est un homme qui fait une fortune colossale en très peu d'années, Warroquet crée des écoles, un réseau complet d'écoles, depuis l'école maternelle, même pas depuis l'école maternelle, depuis la pouponnière. Depuis la pouponnière jusqu'à l'enseignement supérieur, puisqu'il participe à la création, donc il crée les écoles normales, il subventionne et crée des écoles primaires, des écoles secondaires techniques, des écoles secondaires, avec la deuxième école de Belgique où les filles ont le même enseignement que les garçons. C'est le lycée Warroquet, dont Marie-Paul et moi nous sortons, dont Véronique Vercheval sort aussi. Donc nous sommes toi aussi, France, bien sûr, j'allais t'oublier, tu étais dans mon angle mort. Mais on a eu un enseignement là qui était un enseignement tout à fait exceptionnel. Et Albert Ludé disait que l'influence de l'Athénée de Morlanway avait été énorme dans la mise en place, dans l'émergence de ce groupe, parce que c'est une école dans laquelle on lisait des choses tout à fait exceptionnelles. Le traité de style d'Aragon, le manifeste du surréalisme était à lire dans les années 30, fin des années 20, début des années 30, à l'Athénée de Morlanway.
je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Et alors, c'est la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ce qui, moi, me frappe dans tout le mouvement, c'est l'importance qu'ont eu les amitiés d'école entre eux. Chavet rencontre De Moustier à l'Athénée de Mons. L'Athénée de Mons est aussi un ferment. L'Athénée royale de Mons est aussi un ferment vraiment très important. De Moustier, mais après ça, on n'a pas le temps d'en parler, bien sûr, mais Franz Moreau sort de là, Armand Simon sort de l'Athénée de Mons, Louis van de Spiegel sort de l'Athénée de Mons, et tous ces gens se sont connus à l'Athénée. À l'Athénée de Morlanoué, on a Ludé, Avren, Marcel Avren sort de l'Athénée de... Enfin bref, je ne vais pas les énumérer. Et puis, et j'en terminerai avec ça, la plupart d'entre eux se retrouvent à l'ULB. Ils se retrouvent à l'ULB, c'est le cas de Moustier, de Chavet, mais c'est le cas aussi de quelqu'un qui s'appelle Max Servet, dont on ne parle pas assez à mon avis, mais Max Servet, qui est très important aussi pour le groupe Rupture, puisque Max Servet est un colon, comme il l'appelle, c'est-à-dire que la femme de Moustier et la femme de Max Servet sont grandes amies. Et du coup, De Moustier et Servet restent amis, se voient, et Servet qui est parmi les surréalistes de Bruxelles, qui est dans le groupe de GSU, de Magritte, etc., il vient régulièrement à la Louvière. Et c'est lui qui sert d'intermédiaire entre les deux groupes, et c'est lui qui demande à Mézens qui sert d'intermédiaire pour que Mézens organise la fameuse exposition 35. Voilà, je voulais vous préciser ces petites choses bien locales. Oui, mais pas très important. Il y a quand même, si on veut terminer en chanson en propos des Canaries, La chanson Canaries, la